Némoville, par Adèle Bourgeois, épisode 4, une grande découverte. Roger et Paul s'attardèrent à leur déjeuner le lendemain matin. Ils se concertaient, essayaient d'ébaucher des plans d'évasion, dont ils sentaient l'utilité. Ils avaient la conviction que les naufragés du Queen of the Wave étaient voués à une mort certaine sur ce rocher désert. Hélas, la vie ne les avait pas traités en enfants gâtés jusqu'à ce jour. Mais ils l'aimaient quand même, cette marâtre. Et ils se promirent avec toute l'énergie de leurs 20 ans de trouver un moyen de s'arracher au sort terrible qui les guettait. Avant de retourner au campement, ils voulurent explorer davantage les bords de la mer. Et malgré les pensées tragiques qui assombrissaient leur esprit, ils subissaient le charme attirant de cette nature grandiose et terrible. Cette limpidité de l'eau était si extraordinaire qu'ils croyaient être le jouet d'une illusion. Tout à coup, Roger posa la main sur le bras de Paul. « Vois donc, dit-il, quel monstre !» Et du doigt, il désignait une forme monstrueuse en effet, qui restait immobile, à 10 pieds à peu près dans la mer. « Ce n'est ni une baleine ni un requin, dit Paul, et il n'en existe pas de cette taille. » Et disant cela, il fit rouler un quartier de roc dans l'eau, à quelques toises à peine du monstre, mais celui-ci resta immobile. « C'est singulier, dit Roger. J'ai envie de plonger, d'aller à la découverte. »« Y songes-tu » répliqua Paul. « Ce serait courir à une mort certaine. Le monstre ne ferait de toi qu'une bouchée. » « Pourtant, je veux savoir à quoi m'en tenir, reprit Roger, d'un ton déterminé. « Je vais m'attacher à le câble autour de la taille et plonger tout simplement. L'eau est si limpide que tu pourras suivre tous mes mouvements. Et si tu vois que je cours un danger, tu haleras le câble et tout sera dit. » Malgré les remontrances de Paul, Roger fit ce qu'il avait dit, et bientôt il se laissa glisser dans la mer. Il n'y resta pas longtemps. D'un coup de talon sur le monstre, il revint à la surface. « Hale le câble !» cria-t-il. « Hale, hale !» Puis, lorsqu'il fut revenu auprès de son ami, il continua d'une voix qui tremblait d'émotion. « Mon ami, ce n'est pas en vain que j'ai risqué ma vie. Je viens de faire une grande découverte. Ce monstre que tu vois là, immobile, tu ne devineras jamais ce que c'est. » « Je n'ai pas l'esprit à chercher des énigmes en ce moment, répondit Paul gravement. Tu feras mieux de me dire tout de suite ce que c'est que cette chose bizarre à laquelle tu sembles attacher une si grande importance. » « Eh bien, c'est le Nautilus ! Le Nautilus !»« Le Nautilus !» reprit Paul, aussi excité que son ami. Maintenant. « Ce bateau sous-marin, dont les aventures extraordinaires ont tant amusé et intrigué notre imagination d'enfant. Es-tu bien sûr de ce que tu avances, Roger ? » « Je te dis que c'est le Nautilus. J'ai vu son nom écrit à l'arrière ainsi que sa devise, Mobilis in mobile. Maintenant, je me rappelle le récit fait par un certain Cyrus Smith, dans lequel il est question de la mort du capitaine Nemo et de l'engloutissement d'un son sous-marin sur les côtes d'une île inconnue du Pacifique il y a un couple d'années. Oui, je me souviens aussi, s'écria Paul. Mais alors, le Nautilus est une tombe, puisqu'il porte dans ses flancs la dépouille de son propriétaire, le capitaine Nemo. Et puis, à quoi peut nous servir cette découverte, si nous sommes destinés à périr sur ce rocher désert? Nous ne pourrons même pas la faire connaître au monde. Je ne suis pas si facilement résigné à périr ici. Et justement, notre découverte nous aidera à fuir cette île dangereuse. Nous allons renflouer le Nautilus et nous en servir ensuite pour naviguer. À quoi te sert-il donc d'être mécanicien, s'il faut que je te prête des idées comme celle-ci, qui sont absolument de ton domaine, il me semble. Les idées extravagantes ne sont jamais de mon domaine, répondit Paul en souriant. Mais dans la situation où nous nous trouvons, l'entreprise vaut d'être tentée. Et je suis certain que tous les naufragés du Queen of the Wave penseront de même. Tu peux compter sur toutes les bonnes volontés pour mener à la bonne fin ton projet hardi. Allons donc faire part de notre découverte aux autres qui nous attendent là-bas. Et ils partirent d'un pas plus léger, maintenant que l'espoir leur était revenu. Ils se sentaient encore prêts à faire des projets d'avenir. Roger, qui avait une imagination romanesque et paraissait parfois bien extravagante à son placide ami, lui dit tout à coup. « Tu ne saurais croire comme cette découverte me bouleverse et m'émeut. Lorsque je lisais l'histoire du Nautilus, je rêvais d'habiter une ville sous-marine avec un petit peuple de mon choix. La terre avec toutes ses misères me semble un domaine bien trop mesquin. Une ville sous-marine, reprit Roger en s'exaltant. Ce serait l'idéal. Tu perds la tête, je crois, lui dit son compagnon, qui ne partageait pas son enthousiasme pour le domaine des poissons. Mais si tu pouvais promettre aux futurs habitants de ta ville de les débarrasser de beaucoup d'ennuis qu'on trouve sur cette terre, je crois que la moitié de l'univers te suivrait avec enthousiasme. Je ne badine pas, reprit Roger. Mon rêve est extravagant, je le sais bien, mais il n'est pas irréalisable, et nous verrons bien. Il ne serait pas si difficile de construire d'autres sous-marins, que nous pourrions relier entre eux par des couloirs tubes détachables à loisir.
Quand l'un des sous-marins voudrait remonter à la surface, il n'aurait qu'à se détacher des autres. Si les villes entières avaient quelquefois la fantaisie d'aller faire une expédition chez les terriens, on n'aurait encore qu'à détacher les tubes, et chaque habitant de la ville voyagerait ainsi avec toute sa maison. Ma foi, ce ne serait pas banal, dit Paul, à moitié conquis au projet de son ami. En ce moment, Turco se mit à gambader et à lécher la main de son maître, ce qu'il faisait toujours quand il était content. Vois, reprit Roger, Turco approuve mon projet, ce doit être de bon augure. Songerais-tu vraiment à faire part de cette extravagance aux naufragés du Queen of the Wave demanda Paul d'un air sérieux. On pensera certainement que tu as perdu la raison. On pensera ce que l'on voudra, répliqua Roger. Mais moi, je tiens à la réalisation de mon rêve, et je ne la laisserai pas s'échapper. J'irai seul habiter sous l'eau si personne ne veut me suivre, mais j'irai. Mais non, tu n'irais pas seul, car moi, cela ayant entendu, je te suivrai. Au fond, tu sais, je ne serais pas fâché de faire cette niche à la terre qui m'a tout refusé, jusqu'à présent. Ce que mon ambition avait rêvé, gloire, richesse, amour. Nous passerons sur cette île le temps nécessaire à la construction des sous-marins, continua Roger, comme s'il n'avait pas été interrompu par les plaisanteries de son ami. Puis, nous quitterons cette région volcanique, il ne fait pas bon de s'éterniser. Les deux amis continuèrent leur chemin en silence. Leur retour fut salué avec des démonstrations de joie par les autres naufragés, qui écoutèrent avec beaucoup d'intérêt le récit de la découverte merveilleuse. Tous connaissaient l'histoire du Nautilus du capitaine Nemo, et au grand étonnement de Paul, lorsque Roger, sans beaucoup de préambule, proposa son plan de ville sous-marine, il ne rencontra pas l'opposition qu'il avait redoutée. Quelques-uns à peine firent de faibles objections, mais d'autres, parmi ceux qui avaient beaucoup souffert de la méchanceté des hommes sur la Terre, témoignèrent un véritable enthousiasme pour l'idée originale du jeune ingénieur. Un homme un peu âgé, à l'aspect taciturne du nom Richard, offrit même d'avancer les fonds nécessaires à la réalisation de ce projet extraordinaire. On décida de renflouer immédiatement le Nautilus, et dès le lendemain, on se mit à l'œuvre.